Retour avec nous. Quels sont les tests fiables? L'adolescente de 16 ans, décédée la semaine dernière, avait été testée 2 fois négative avant d'être testée positive. Oui, tout à fait. Ça peut arriver quand on est dans la mauvaise période au départ. Normalement, la fiabilité de la biologie moléculaire est extrêmement bonne. On a un test à 98%. Il arrive que lors du prélèvement, s'il est mal fait, ou lorsqu'on est une période et pas suffisamment, le patient est suffisamment infecté, nous ayons un test négatif. Donc, quels sont les traitements et les tests les plus fiables? Vous nous disiez avant le premier reportage qu'il y avait différents types de tests. Et on l'a vu d'ailleurs en partie dans ce reportage. Il faut distinguer les tests directs, ceux pour qui on recherche le virus directement. Et ces tests-là, aujourd'hui, existent sous forme de prélèvement nasopharyngé. Mais sinon, autrement, il existe des tests en plaquettes, comme paru certains tests, qu'on peut faire aujourd'hui au lit du malade, qui détecteront l'antigène. C'est des tests rapides. Il ne faut pas confondre avec ce qui a été montré, les tests de fin de confinement. Et les tests de fin de confinement, je termine votre phrase, la liaison est difficile. Anne-Claude Crémieux, vous vouliez dire un mot sur les tests? Oui. D'abord, je pense qu'il faut vraiment que les gens fassent la différence. Il y a effectivement les tests directs, qu'on appelle la PCR, qui permettent de détecter le virus, soit au niveau d'ailleurs des prélèvements nasopharyngés, soit on le sait maintenant au niveau des crachats et même au niveau des selles, qui peuvent parfois aider justement quand les prélèvements nasopharyngés sont négatifs. On sait, ça a été dit que, et ça a été vu en Chine, que parfois il y a des faux négatifs, et notamment chez des patients qui ont des pneumonies. Et dans ce cas-là seulement, le scanner est intéressant parce qu'il va détecter la pneumonie. Mais il faut bien comprendre que les personnes qui sont très peu symptomatiques, qui ont simplement une pharyngite ou qui sont asymptomatiques, celles-là, elles ne sont pas détectées par le scanner. Donc déjà, ça c'est un point important. Deuxièmement, la sérologie. Je crois qu'il faut bien comprendre, on a maintenant pas mal de papiers sur la sérologie, ce qui a été montré dans le reportage, ces petits tests dont on nous a parlé. Ça détecte les anticorps. Le problème des anticorps, c'est qu'ils surviennent entre 10 et 20 jours après le début des symptômes. Donc, à ce stade, on ne peut pas considérer que c'est un test diagnostic. C'est effectivement un test qui va pouvoir nous documenter une infection qui a déjà eu lieu ou qui s'est produit depuis une dizaine ou une quinzaine de jours. Et c'est surtout un test qui va être extrêmement intéressant justement pour la sortie de crise, parce qu'on va pouvoir connaître les personnes qui ont été infectées. Et jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent parce qu'il y a des surprises comme on l'a vu avec ce virus, les personnes qui ont rencontré le virus ont de très fortes chances d'être protégées, c'est-à-dire de ne pas refaire de nouvelles infections. Le problème, c'est quand on a voulu accélérer sur les tests, Ivan Trippenbach, on s'est rendu compte qu'on était sous-équipé. Oui, absolument. En fait, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déjà annoncé la multiplication des capacités de tests le 21 mars, donc il y a plus d'une semaine. Entre-temps, l'exécutif mise sur 2 choses pour accélérer, à la fois les grosses machines, les plateformes technologiques qui vont permettre de faire des tests à haut débit. Donc il y en a 3 qui sont en cours d'installation en France en ce moment, cette semaine. Et puis, deuxième chose, les commandes de tests ultra rapides qu'on a vues dans le reportage, à hauteur de 5 millions. Qui vont arriver du marché mondial. Et donc dans les 2 cas, on voit bien qu'effectivement on est dépendant de l'étranger, on est dépendant d'un marché qui est sous tension et qui va nécessiter plusieurs semaines d'attente, ce qui pose la question de la sortie de crise et de la levée du confinement. Alain Boer. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande surprise entre cette épidémie, cette pandémie et la précédente, car la précédente ne date pas de 1918, mais il y a à peine 10 ans, celle qui avait été préparée par la loi de 2007, le rapport Raoult, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, est oubliée depuis parce qu'elle avait heureusement épargné la France, c'est que d'habitude, un malade, ça se voit quand il est malade.
Et donc, ils sont tous symptomatiques. Et donc, on savait traiter les gens symptomatiques parce qu'ils éternuaient, ils toussaient, ils avaient de la fièvre. Là, on a une proportion de personnes malades asymptomatiques, mais qui sont diffuseurs du virus, considérable. Et ça change totalement la lisibilité du processus de testage ou de test. Et donc, on a désormais des tests pour « est-ce que vous êtes malade ?» Il y a des tests pour « est-ce que vous avez été malade ?» Et il y a des tests « vous n'avez pas été malade, mais en fait, vous l'avez eu et vous avez développé des anticorps. » Chacun de ces tests est complémentaire du précédent. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre. Et donc, les tests PCR qui sont longs, compliqués, même si on a raccourci aujourd'hui de 24 heures à quelques heures, et qui sont un peu douloureux. Les tests rapides, qui sont beaucoup plus rapides, et surtout les tests qui ressemblent un peu à la prise de diabète pour vérifier son état et que tout le monde connaît, ne servent pas à la même chose. On rajoute à ça des éléments qui sont, par exemple, les rayons X, le scanner, parfois même les échographes qui servent aujourd'hui d'outils d'appoint dans beaucoup d'hôpitaux parce qu'ils sont rapides et faiblement d'une faible importance, donc on peut les trimballer dans beaucoup d'endroits, servent aujourd'hui à tout et en fait on s'adapte à cela. Mais les tests, c'est pas une évolution. Chacun sert à quelque chose de spécifique et de particulier et donne une réponse à une question qui n'est pas la même. Mais quand le gouvernement dit on va passer au dépistage de masse, c'est, vous nous le disiez en début d'émission, pour préparer l'après. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors même qu'on est encore dans une période de confinement, et on verra, on en parlera peut-être un peu plus tard, est-ce que ça va durer, on n'en sait rien, en tout cas c'est au moins jusqu'à la mi-avril, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de faire davantage de tests pour savoir si les gens sont malades, ce que disait tout à l'heure Anne Sénéqué sur le fait que on continue pour certains à sortir et peut-être qu'on est asymptomatique et qu'on continue de contaminer. Quelle est la logique vraiment derrière cela? Dans le moment où nous sommes aujourd'hui, on n'en est pas encore à imaginer la sortie. Justement parce qu'il faut imaginer la sortie. Il est très compliqué de faire la guerre sans imaginer la paix. Il est très compliqué de faire la guerre sans avoir d'outils de renseignement et penser que seuls les canons et les avions vont servir. Donc savoir, c'est un élément important de la manière dont on conduit un conflit, même si c'est un conflit sanitaire en la matière. Et donc, avoir les éléments qui ont été très intéressants du village italien proche de Venise, c'est d'abord l'ampleur du nombre de personnes contaminées. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sous-estimons massivement le nombre de personnes contaminées en France dans des proportions qui sont probablement du simple au décuple, voire à 20 fois plus. Un de mes collègues du CNAM, William Dabb, ancien directeur général de la santé, considérait qu'on avait entre un peu plus de 2 millions de personnes déjà contaminées la semaine dernière, et on voit la différence entre les contaminés, les connus, les cas graves, etc. Et on a une idée de mortalité qui est aujourd'hui très incomplète, notamment entre les gens qui sont décédés dans des EHPAD, où on a des chiffres qui sont aujourd'hui non connus, et les gens qui ont pu décéder d'autres choses. Il faut se rappeler que chez les Chinois, la pandémie n'a pas commencé le 17 décembre, mais le 17 novembre. Le cas 1, qui n'est pas le cas 0, date du 17 novembre. Pendant un mois et une semaine, personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait en Chine. Et donc, il y a toute une série de gens qui sont morts en Chine d'autres raisons, mais qui avaient le Covid-19 parce qu'en fait, on ne l'avait pas détecté. Ce qui explique les différences de mortalité qu'on reproche aux Chinois, alors même qu'on sait depuis longtemps que probablement ils ont eu 40 000 morts, toute nature confondue, parce que c'est le modèle qui dit cela, le modèle mathématique, et pas le décompte réel des gens qui sont morts identifiés par le Covid-19. Alors, Anne-Claude Crémieux, très vite, et puis François Blanchecotte. Deux intérêts à pouvoir tester de manière très importante aujourd'hui. Un, quelqu'un qui se sait positif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des gens peu symptomatiques. On le sait, il transmet moins. Ça, c'est une expérience qu'on a dans les maladies infectieuses. Ce savoir contaminant fait qu'on prend plus de précautions. Deuxième chose, on est très embêté aujourd'hui avec les patients. On ne sait pas quand lever l'isolement. On sait que le portage viral peut être parfois supérieur à 14 jours. Donc, ça nous permettrait de savoir quand on peut lever les mesures d'isolement pour les patients. Enfin, troisième chose, aujourd'hui, on n'arrive pas à dépister de manière systématique l'ensemble du personnel soignant. On ne dépiste que les personnes symptomatiques. Et là, on pourrait savoir dans l'ensemble du personnel soignant qui est infectant et qui ne l'est pas. Et donc, probablement prévenir des infections nosocomiales. Voilà.
J'avais une question très précise à essayer parce que la technique est un peu compliquée et la liaison entre nous, François Blanchecotte. Une question très simple. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas, en France, en 2020, faire de tests par manque, comment ça s'appelle déjà, d'écouvillons? Ça ressemble à des cotons-tiges. Et on nous dit, on ne peut pas faire autant de tests qu'on le voudrait. Et on a bien compris depuis le début de l'émission à quel point c'est stratégique, c'est important dans la lutte contre l'épidémie parce qu'il manque des écouvillons. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il manquait au départ, effectivement. Ça commence à se résoudre parce que nous avons des importations de tous les pays. Nous avons validé un certain nombre de techniques sur des écouvillons différents et aujourd'hui, on peut être en mesure d'avoir un approvisionnement massif. C'est-à-dire que les commandes qu'on fait aujourd'hui, c'est par 200 000 et donc on essaye d'approvisionner tous les laboratoires. Est-ce qu'il manque d'autres choses? Est-ce qu'il manque d'autres choses? On a entendu qu'il manquait aussi des réactifs. Est-ce que là-dessus, nous, on a été réactifs et on les a commandés? Est-ce qu'on pourra, d'ici à la fin de la semaine, faire davantage de tests grâce à l'arrivée de réactifs? Ce que je peux vous dire, c'est que les labos privés ont doublé le nombre de tests depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on arrive à faire des tests en quantité importante. La question, c'est que vous avez raison. Pour certaines machines, il manque des réactifs, il manque des éléments qui constituent pour faire l'analyse. Et ça, c'est un problème, parce que c'est comme dans une voiture, il manque quelques pièces, et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Anne Sénéqué. Il manque des réactifs, vous parliez de les commander tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on les commande, mais tout le monde les commande aussi. Donc en fait, c'est à flux tendu surtout, sur les écouvillons, sur les réactifs, sur les automates, les fameuses machines à PCR, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors on parle beaucoup de l'Allemagne qui teste à gogo, mais en fait l'Allemagne a déjà beaucoup plus d'automates qu'en France, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en France, on a ces tests qui sont centralisés dans le milieu hospitalier, qui sont très peu faits dans les labos privés. Parce qu'ils ne sont pas remboursés. Parce qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et sur d'autres pathologies, on avait des retours de laboratoires qui demandaient aux patients de payer son test sur, par exemple, Lyme disease. Et du coup, le patient, voyant la facture, dit « Mais non, c'est bon, je vais pas payer ». Donc on a déjà cette problématique culturelle vis-à-vis de ça. Donc le 7 mars, un décret est passé pour autoriser justement les labos à faire des tests et que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Donc on a déjà ce petit retard intrinsèque et structurel. D'autre part, oui, on peut commander les réactifs, mais si derrière on n'a pas les machines pour les utiliser, ça ne fait pas sens. Donc notre chance, c'est qu'on avait commandé pour d'autres pathologies qui utilisent aussi la technique PCR, 2 automates qui sont en train d'être mis en place dans les régions. C'était pour détester les cancers de l'utérus. Exactement. Et du coup, on va pouvoir se servir de ces automates, les réorienter pendant les quelques mois qui nous occupent là, et gagner un peu de temps sur ces tests-là. Les personnes qui testent elles-mêmes doivent être équipées parce qu'il paraît que quand on teste les patients, ça déclenche de l'atout. Oui. Est-ce que là aussi, il manque de beaucoup de choses, de masques, de visières, de surchaussures. Et on parlait tout à l'heure des faux négatifs, de comment on fait les tests. C'est vrai que si la PCR est fait correctement, on a un taux de 98% de réussite. Dans les conditions, là, comme ça, comme on les voit sur les drives, on met cet écouvillon juste au début des fosses nasales, ça ne marchera pas. En fait, il faut introduire l'écouvillon sur une dizaine, voire 14 cm dans les fosses nasales, ce qui est très, très désagréable pour le patient, mais aussi un geste assez technique et qui est difficile à faire. On peut difficilement faire dans un drive. François Blanchecotte, vous voulez intervenir sur ce point-là? Oui, on a rappelé fermement les conditions qu'évoque ma collègue. Et c'est seulement ces conditions-là qui permettent d'avoir un taux extrêmement fiable de dépistage. Ouais. On a cessé de rappeler au Conseil national professionnel, à tous les professionnels. Yvan Treppenbach ? Oui, je rebondis sur l'histoire du tissu privé de laboratoire en France qui nous fait défaut parce que c'est en effet un facteur majeur. Sur un mois, on a un peu plus de 100 000 tests qui ont été réalisés Covid-19, 100 000 tests en milieu hospitalier et un petit peu plus de 6 000 dans les laboratoires de ville, laboratoires privés. Donc il y a une vraie différence.
Et par exemple, l'Allemagne est déjà dotée d'une centaine de machines de type celles qu'on est en train d'installer en ce moment, contre 12 seulement en France. C'est un petit peu l'ironie de l'histoire, parce que le gouvernement présente l'installation de ces nouvelles machines à haut débit comme le fruit de son action contre l'épidémie de coronavirus. En réalité, c'est une sorte de heureux hasard, et c'est une bonne nouvelle pour nous. Simplement, ça ne présage pas forcément de la capacité de l'exécutif à obtenir des machines rapidement, des tests rapidement dans les prochaines semaines. Fort heureusement, le privé n'a pas attendu l'État pour se lancer dans l'effort de guerre, en quelque sorte, et les laboratoires, depuis plusieurs semaines, s'adaptent, utilisent en effet des écouvillons qui sont normalement utilisés pour d'autres examens, adaptent leurs équipements en achetant des visières de jardinage, des masques alternatifs. Donc il y a tout un effort d'adaptation qu'on voit aussi dans d'autres secteurs industriels, par exemple, qui est à l'œuvre depuis plusieurs semaines et qui va porter ses fruits dans les jours à venir. Effort d'adaptation aussi, puisqu'on a appris ce matin de la voix du ministre de l'Intérieur que la police technique et scientifique et la gendarmerie vont aider les hôpitaux pour faire les analyses et les tests. Avant d'aller au deuxième reportage, très vite, j'ai une question qui appelle une réponse assez courte. Pardon de la poser comme ça, Anne-Claude Crémieux, mais quand est-ce qu'on sera prêt à monter en gamme, à monter en tension et à faire davantage de tests? Quand ? Ça, c'est pas à moi qu'il faut le poser comme question, c'est au gouvernement. Je voudrais simplement dire que même si on n'avait pas d'écouvillons, on s'en sortirait. Parce que là, ce qui a été très bien montré dans la littérature, c'est que sur des crachats, on peut faire des tests qui sont extrêmement fiables. Donc, pas besoin d'écouvillons, on peut faire des crachats. Tout ça, ça a été bien exploré. Eh ben oui, dernière vous avez le droit de terminer. En Angleterre, la London School of Economics, qui a fait le même constat, c'est qu'il fallait des plateformes à haut débit, a dit si on utilisait les plateformes à haut débit qu'on utilise pour le dépistage systématique du cancer du col, c'est-à-dire du papillomavirus, eh bien, on pourrait dépister régulièrement toute la population anglaise et arrêter l'épidémie.